il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Je suis pas défaitiste, hein, je dresse juste un constat. Plus de 80% des élèves de seconde aujourd'hui ont déjà utilisé une IA générative pour faire un devoir. L'école française est la plus inégalitaire, la plus reproductrice des inégalités. Non, l'école n'est pas inondée de numérique. Il y a peu de connexions aujourd'hui, il y a encore peu d'équipements, sans doute pas suffisamment de formation des enseignants. Faisons corps pour justement faire en sorte que ces technologies des IA ne soient pas un poison, mais bien un remède, voire un outil au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 sur 20. C'est pour moi un vrai plaisir aujourd'hui de vous recevoir Oriane Ledroit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'association EdTech France et vous êtes aussi et surtout une figure incontournable de l'écosystème numérique et éducatif en France. Depuis plus de 15 ans maintenant, vous explorez les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux des technologies avec un engagement constant pour réduire les inégalités et maximiser les opportunités qu'offre le numérique. Alors vous avez débuté votre carrière en mobilisant ces outils pour renforcer le lien entre les collectivités et les citoyens avant de vous engager dans des projets pionniers autour de l'ouverture des données et de la participation citoyenne. Votre parcours il vous a ensuite mené au ministère de l'économie et des finances où vous avez piloté la politique de lutte contre l'électronisme, un enjeu majeur dans une société, c'est vrai, de plus en plus connectée. Et puis vous avez aussi contribué au succès d'Open Classroom, une scale-up qui favorise l'acquisition de compétences et l'insertion professionnelle par le numérique. Aujourd'hui, donc on l'a dit, vous êtes à la tête d'EdTech France, vous représentez plus de 420 entreprises françaises, rien que ça, qui œuvrent à transformer l'éducation et la formation supérieure grâce à la technologie. De tout ça, on va en parler ensemble dans un instant. D'abord, merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ravi de vous recevoir. Pour celles et ceux, pour commencer peut-être et poser les bases qui ne connaissent pas forcément EdTech France, parmi ceux qui nous écoutent, est-ce que vous voulez bien nous en expliquer sa mission principale ? Avec plaisir. Donc, EdTech France, c'est une association d'entrepreneurs qui a plus de 6 ans et qui se sont rassemblés autour de la volonté de porter la voix singulière de la EdTech, c'est-à-dire de toutes ces entreprises françaises qui utilisent, qui mobilisent les potentialités des technologies au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Notre rôle est très simple, porter la voix de la filière auprès des pouvoirs publics, des entreprises, du grand public également, et puis soutenir cette vitalité entrepreneuriale dont on peut être fier, mais qui a évidemment besoin toujours de s'outiller mieux et de croître. Alors justement, et c'est très juste, EdTech France, on l'a dit, représente plus de 420 entreprises, c'est énorme, mobilisées chacune pour transformer l'éducation grâce notamment au numérique et à la technologie. Selon ce que vous constatez avec vos échanges au cœur de votre quotidien avec ces acteurs, quels sont les plus grands défis auxquels font face ces startups justement EdTech en France aujourd'hui ? Alors on a un défi autour de la conviction de notre utilité. C'est un défi qui est aujourd'hui très fort. On a eu une vague d'enthousiasme suite au Covid ou pendant même le Covid, où en fait beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas d'entre les boîtes EdTech, ont assuré une forme de continuité pédagogique, ont soutenu notamment les pouvoirs publics dans la poursuite d'un certain nombre d'activités, que ce soit l'éducation ou la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on voit une forme de regain conservateur autour des technologies. Ce débat très caricatural autour des écrans à l'école, qui est en fait un problème plutôt d'écran dans le foyer et non à l'école, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'écrans à l'école et surtout beaucoup de technologies qui sont utilisées à l'école alors qu'elles pourraient l'être plus et mieux. Aussi de retour, enfin de regain conservateur autour de l'utilité de la formation à distance, alors qu'elle abolit un certain nombre de barrières, que ce soit des barrières sociologiques, géographiques, aussi intellectuelles et culturelles à l'accès à la formation. Donc on a vraiment cet enjeu de continuer à convaincre de l'utilité, de convaincre de notre impact au service de ce grand défi que sont les compétences ou qu'est l'éducation dans sa globalité pour notre pays. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est pas de mettre de la technologie partout, c'est de mettre le meilleur de la tech française là où c'est nécessaire, dans les mains des enseignants, dans les mains des élèves, dans les mains des formateurs, dans les mains des apprenants, des salariés qui souhaitent se former, se reconvertir. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment le combat aujourd'hui et de demain. On a aussi un combat qui est plus un combat d'entrepreneurs, enfin, en tout cas pour les entreprises, qui va être un combat de consolidation de la filière. On a beaucoup d'entreprises qui émergent, on a beaucoup de jeunes pousses qui naissent
de cette volonté d'utiliser les IA, et notamment les IA génératives, au service de l'éducation. Les potentialités sont massives et formidables. Mais on a aussi besoin de stabilisation, de consolidation de filières. On a beaucoup de petites entreprises. On a un intérêt sans doute à faire en sorte que des plus grosses entreprises émergent. Vous parliez d'Open Classrooms, on en a d'autres. Sur la formation professionnelle, on en a qui commencent aussi à émerger sur l'enseignement supérieur ou le scolaire. C'est ces 3 marchés-là qui couvrent la filière EdTech. Le groupe Voltaire, enfin le projet Voltaire qui est bien connu. On en a beaucoup aussi qui commencent à émerger autour de solutions dans l'apprentissage des enfants, des élèves, du supérieur aussi. Et donc, il y a un sujet de consolidation, de faire en sorte qu'on ait des groupes qui soient solides, des entreprises qui soient robustes pour continuer à innover, évidemment, et mettre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le meilleur de la technologie française et européenne au service de cet enjeu que sont les compétences. Le meilleur de la technologie française, notamment européenne, au service de la France aussi. Quelle est votre analyse de la politique actuelle en matière de numérique éducatif ou alors, au-delà de la politique, de son déploiement aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a encore un peu de boulot à faire? Il y a toujours du travail. Ouais. On est une filière qui est très en lien avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire que non seulement par les cadres de régulation que les pouvoirs publics nous imposent, on doit évoluer dans cette contrainte, mais qui est une bonne chose. C'est un sujet qui est... l'éducation est un sujet à dimension éthique, donc c'est important qu'on ait un pouvoir des pouvoirs publics qui régulent, mais aussi on est dépendant d'un certain nombre de financements, mais aussi d'un certain nombre d'initiatives, voire de discours autour des technologies et de leur utilité dans l'éducation. Vous signez d'ailleurs régulièrement des tribunes, dont une encore très récente, qui ont un écho aujourd'hui. Oui, on essaye d'apporter de la connaissance et d'assumer le fait que le sujet des technologies au service de l'éducation et de la formation, c'est un sujet qui est complexe. C'est pas un sujet qui peut se traiter sous l'angle caricatural de la supposée surexposition des enfants, des enfants aux écrans à l'école, qui est portée par un certain nombre de personnes un peu hystérisées autour de ça. Et donc nous, quand on prend la parole pour rappeler les faits, rappeler la vérité que non, l'école n'est pas inondée de numérique. Il y a peu de connexions aujourd'hui, il y a encore peu d'équipements, il y a sans doute pas suffisamment de formation des enseignants, il n'y a pas sans doute suffisamment de formation des élèves aussi. Et donc il y a peu de numérique. Et pour autant, nous, on pense que c'est nécessaire, voire indispensable de soutenir une éducation par et au numérique dès le plus jeune âge pour rompre, vous parliez d'inclusion numérique, pour rompre notamment les risques de fractures liées aux familles dans lesquelles on grandit. On sait qu'aujourd'hui, un enfant qui est élevé dans une famille qui a moins de codes ou de capitaux culturels et financiers va être livré à des usages plus récréatifs, des écrans, alors qu'un enfant qui va être dans une famille qui est outillée pour acculturer aux usages des écrans ou pour faciliter une appropriation plus distante ou plus critique des écrans, donc va être plus en capacité de gérer ses réseaux sociaux, etc. Et l'école, elle a son rôle à jouer, un rôle majeur à jouer justement dans le fait de limiter ces inégalités qui sont issues des conditions sociales dans lesquelles on vit, et puis un rôle majeur aussi d'apprentissage de la maîtrise des technologies. On vit dans une société numérique, on a de plus en plus besoin que l'école joue ce rôle de lieu d'éducation, de lieu d'appropriation des technologies. Je pense pas que l'école doit jouer tous les rôles. On a sans doute tendance à penser qu'à chaque problème, l'école doit apporter une solution. Mais sur les technologies, sur l'éducation au et par le numérique, c'est fondamental. Vous le disiez, moi j'ai une expertise sur les questions d'inclusion numérique. On sait qu'énormément aujourd'hui d'adultes qui sont sortis de l'école sont en difficulté, en fragilité avec des usages numériques, sont parfois même des usages basiques du numérique, faire un mail, procéder à une démarche administrative en ligne, etc. Et donc toutes ces personnes-là
il faut les aider. Mais si on reproduit avec les enfants, élèves qui sont à l'école, les mêmes problèmes, c'est-à-dire si l'école ne joue pas son rôle, on va continuer à produire, à faire sortir de l'école des personnes qui vont être en fragilité avec le numérique, et ça va poser un vrai problème économique, parce que ça veut dire que ce ne sont pas des personnes outillées pour travailler dans le monde numérique dans lequel on vit. C'est vrai. Ça va poser un problème social, puisque en fait, on sait que ça crée des fractures sociales, ça crée du ressentiment vis-à-vis de la puissance publique qui n'est pas accessible quand on fait une démarche administrative et tout, et démocratique, parce que il y a une part de la citoyenneté aujourd'hui qui se passe sur le numérique et avec le numérique, et donc si on en est exclu, on ne se sent pas partie prenante de cette société. Donc c'est vraiment majeur. C'est vraiment un sujet majeur quand on prend des positions publiques. C'est vraiment pour défendre ce sujet-là. Et peut-être un deuxième point, parce qu'on parle beaucoup de l'école, la EdTech, c'est aussi tous les opérateurs ou toutes les entreprises qui font de la formation professionnels à distance ou qui inventent, qui innovent pour faciliter l'expérience d'apprentissage, que ce soit des étudiants, des travailleurs, des salariés, des demandeurs d'emploi. Eh bien, elles aussi, elles sont face à aujourd'hui un enjeu de conviction sur l'utilité de leur formation, l'utilité l'utilité de l'innovation pédagogique. Ça veut dire qu'elles en doutent. Alors, en fait, nous, on n'en doute pas. En revanche, on a des détracteurs. Ouais, c'est intéressant. Ça. Pourquoi ? C'est simple, parce qu'on attaque un marché, celui de la formation professionnelle, où historiquement, il y a eu beaucoup d'argent public. Il y a eu, d'ailleurs, même dans les dernières années, beaucoup d'argent public. Il y a eu le compte personnel de formation, le CPF, qui a mis en capacité les salariés de choisir des formations via une application et de bénéficier d'une cagnotte pour aller se former. Et puis, on a eu aussi les financements publics en matière d'apprentissage. Et donc, les entreprises de la EdTech ont bénéficié de ces financements publics parce qu'elles ont proposé des solutions de formation pour des salariés qui voulaient utiliser leur CPF, parce qu'elles ont aussi évolué vers des modalités d'apprentissage, d'enseignement et de formation par l'apprentissage. Et donc, on est allé chercher une part de marché. On est allé embêter les opérateurs classiques de la formation professionnelle. Ça leur plaît pas. Et Dieu sait qu'ils étaient installés. Et ça ne plaît pas. Et ça ne plaît a fortiori pas quand le gâteau et les financements publics sont en train de se réduire. Actuellement, c'est le cas. Ils sont en train de se réduire. L'État annonce des baisses de dotation pour le financement de l'apprentissage. On met des contraintes sur l'accès au CPF, etc. Donc, il y a une part de gâteau qu'on a commencé à manger. Le gâteau se rétrécit, donc on nous attaque. On nous attaque de la même façon que sur les écrans, sur des présomptions d'inefficacité, des présomptions même d'inutilité, alors que alors que les opérateurs classiques traditionnels de la formation à distance auraient, eux, au contraire, une présomption d'utilité. Et donc ça, évidemment, ça ne nous va pas parce que nous, on veut qu'on soit jugé sur les faits, on soit jugé sur les résultats, c'est-à-dire non pas sur les modalités pédagogiques, que ce soit du distanciel ou du présentiel, mais sur la réalité de est-ce que le demandeur d'emploi qui va être formé par une solution à distance retrouve du travail, est diplômé, acquiert des compétences qui lui sont utiles ensuite dans sa vie professionnelle. Et puis, deuxième sujet qui est vraiment la réalité, de plus en plus aujourd'hui de parcours de formation, de parcours pédagogiques, pour des adultes notamment, s'hybrident. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté le distanciel, de l'autre le présentiel, mais on a un présentiel qui, pour certains sujets, à certains moments, pour certains types de parcours de formation, etc., va utiliser du distanciel. Et ça, c'est la réalité. Donc, on ne peut pas dire le distanciel, ça ne fonctionne pas, alors qu'on constate dans les pratiques de terrain, que ce soit des organismes de formation, des OPCO, même des salariés en reconversion, etc., que ces pratiques-là s'hybrident. Donc ça, voilà, c'est vraiment la réalité, c'est que les technologies aujourd'hui, et notamment l'IA, mais pas que, sont des outils au service de la performance éducative. La performance éducative, c'est quoi ? C'est acquérir des compétences de la meilleure des façons, avoir une capacité d'avoir un parcours plus personnalisé, c'est-à-dire qui correspond mieux à son rythme d'apprentissage et à ses compétences qu'on a déjà acquises. On peut avoir déjà
un parcours académique, un parcours de formation, même un parcours terrain de Tout à fait. métier. Et donc, le numérique permet ça. Le numérique permet d'interagir et d'engager mieux l'apprenant et l'élève que quelque chose de statique et présentiel. Et on le sait, on l'a tous constaté, en fait. Et c'est pas grave, c'est pas une Ouais. critique d'un enseignant ou une critique d'un formateur. Au contraire, utilisons ce qu'on a à disposition. Le numérique permet aussi à un certain nombre répond à des besoins, par exemple, de libérer de tâches un peu rébarbatives l'enseignant ou le formateur, d'entrer dans une vraie relation de soutien en temps réel, quasiment, voire de manière très personnalisée. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est utilisons cette puissance-là, appuyons-nous sur ces entreprises françaises, et elles ont le mérite d'être françaises, de s'intégrer dans un écosystème de la tech qui est certes aujourd'hui en difficulté, mais qui est florissant et qui est prometteur et qui a plein d'énergie. Voilà. Ouais. Et donc, faisons ce choix-là et arrêtons avec les faux débats, les caricatures, les choses qui ne sont pas vérifiées. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec d'autres intervenants que vous pourrez avoir, les sciences, notamment les sciences cognitives, les analyses qu'on a, la compréhension et les analyses qu'on a du mécanisme du cerveau, du cerveau en apprentissage, les sciences de l'éducation, les sciences de l'information, de la communication, etc. On a plein de chercheurs aujourd'hui. On a des laboratoires d'excellence, CNRS, INRIA, CNAM, etc., qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont déjà montré et qui montrent au quotidien, parce qu'elles sont nombreux à travailler avec des entreprises de la tech, comment, à quel niveau, pourquoi les technologies peuvent aider. Et donc, faisons confiance à cet écosystème-là de chercheurs et d'entreprises au contact des besoins des enseignants, au contact des besoins des élèves, au contact des besoins des formateurs, au contact des besoins des apprenants de tous âges, pour assumer qu'on doit relever ces défis des compétences, on doit faire mieux, on doit faire plus de formation, on doit faire plus personnalisé. Et c'est comme ça qu'on relèvera le défi des compétences. Et d'ailleurs, vous avez réussi, c'est une victoire de ce que j'ai compris pour vous, à inscrire l'éducation à l'ordre du jour du sommet IA de l'Élysée, qui a lieu là dans quelques semaines, En février. En février. Pourquoi c'était crucial pour vous, ce sujet-là ? Alors, c'est crucial parce que déjà, c'est un sommet diplomatique, c'est un sommet à l'échelle mondiale, donc ça a une envergure. Et c'est important pour nous de mettre l'éducation à l'échelle... C'est un sujet commun de tous les pays, Tout à fait. De l'OCDE, mais pas que. Donc c'était crucial de le mettre à l'ordre du jour. C'était crucial aussi parce que je pense qu'on peut incarner cette filière française, cette dimension entrepreneuriale française et européenne. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes façons de faire que d'autres et qu'on a un enjeu de... porter notre voix, de porter aussi notre souveraineté technologique autour de cette question de l'éducation. Ouais. Et puis, c'était crucial parce que l'IA, les IA, et notamment les IA génératives, sont déjà dans l'éducation, sont déjà dans l'enseignement, sont déjà dans la formation, bouleversent beaucoup de choses à ce niveau-là, des institutions, mais aussi des parties prenantes de ces institutions. Le rôle d'un enseignant, quand chaque élève peut faire un exposé en allant chercher la réponse sur un chatbot d'intelligence artificielle, la question de comment on certifie ou on évalue l'acquisition de compétences, la question même aussi de qu'est-ce que des élèves, des étudiants attendent de nous quand on est dans un contexte où ils utilisent déjà beaucoup dans leur vie personnelle. On sait que il y a un rapport du Sénat qui a montré que plus de 80% des élèves de seconde aujourd'hui ont déjà utilisé une IA générative pour faire un devoir. Et on a d'autres données qui montrent que ce sont des usages aujourd'hui très communs pour les élèves et les étudiants notamment. Et donc, l'enseignement a été bouleversé. Ce serait être aveugle que de ne pas le voir. C'est d'une certaine manière vertigineux parce que ça conteste beaucoup de choses, ça questionne beaucoup de choses qu'on avait l'habitude de voir et qu'on ne voulait pas trop forcément challenger ou re-questionner. Et donc ce sommet, c'est une façon de dire on prend acte,
on connaît les usages, on sait qu'il y a des potentialités, Mm. et donc dessinons ensemble un certain nombre d'avancées, pour justement aller plus loin, mais vraiment au service de cette performance éducative dont je parlais tout à l'heure. Et faisons corps ensemble, parce que c'est aussi l'occasion de redonner à voir la communauté qui a derrière ces technologies, les chercheurs, les EdTech, et derrière les EdTech, des développeurs, des data scientists, des data analysts, des designers, etc. Et les pédagogues, toutes les parties prenantes de la pédagogie, de l'enseignement. Faisons corps pour justement faire en sorte que ces technologies des IA ne soient pas un poison, mais bien un remède, voire un outil au service de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Bien sûr, et vous travaillez d'ailleurs, je crois, à l'élaboration d'une charte éthique, c'est ça, pour l'usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation, Oui. d'ailleurs. C'est dans le cadre de ce sommet que cette charte... En fait, c'est exactement ça. On a élaboré un défi, parce que c'est comme ça que ça nous a été demandé. Donc un défi de mettre l'IA au service de la performance éducative. Et ce défi, il inclut 3 actions qui sont très complémentaires. La première, c'est comment on construit, et ça c'est le travail d'université, notamment Picardie, Rennes, qui sont déjà engagés là-dedans, un RAG, donc une infrastructure technologique d'IA dédiée à l'enseignement supérieur. On sait qu'aujourd'hui, on a besoin de s'appuyer sur des modèles et des données qui soient dédiées à l'enseignement supérieur, et notamment français. Donc ça, c'est l'infrastructure, la dimension infrastructure. Ensuite, on a des usages, et donc on va aller plus loin sur comment on encadre, mais de manière optimiste, de manière prometteuse, les usages des IA dans l'enseignement supérieur. Comment on outille les enseignants, les formateurs, la communauté éducative de l'enseignement supérieur autour de ces usages-là, et comment même on intéresse aussi sans doute les étudiants. Adossé à cela, on va aussi réfléchir à comment on mesure l'impact des IA dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fausse question des écrans et de l'utilité des EdTech, nous, on la remet au cœur en convoquant la science, en convoquant des référentiels de mesure d'impact qui ont lieu ou qui sont utilisés dans d'autres domaines et qui existent déjà et qui sont déjà travaillés, qui sont déjà déployables. Comment on fait en sorte d'utiliser ce sommet pour consolider cette mesure d'impact. Et enfin, un temps ou une troisième initiative qui est plus de la parole, parce que c'est important de continuer à convaincre autour de justement quelle est l'efficacité, quelles sont les efficacités des IA dans l'apprentissage. Ça peut être une efficacité très mesurable, très quantifiable. Combien je gagne de points PISA parce que j'ai utilisé sur un temps assez long des IA génératives ou des IA pour soutenir mes enseignants et mes élèves. Mais aussi, d'ordre plus qualitatif, un sentiment d'efficacité. On sait que, par exemple, des élèves qui sont un peu en décrochage, en difficulté, qui peuvent avoir des besoins particuliers, le fait de générer des activités qui les engagent, qui les stimulent, ou dans des contextes numériques qu'ils ont l'habitude de connaître par ailleurs et pas justement à l'école, ça donne un sentiment de confiance, ça donne un sentiment d'apprentissage et ça remet le pied à l'étrier. Donc, je pense que ce sentiment qui est plus... cet impact qui est plus de l'ordre du sentiment est aussi important que l'impact concret, matériel, quantifiable du point PISA, de la compétence, des évaluations nationales, etc. Vous parliez tout à l'heure justement dans votre réponse à l'instant du fait de convaincre les pouvoirs publics, convaincre, j'imagine, les familles aussi, les enseignants, tous les acteurs qui sont autour de l'éducation. Est-ce que les changements de gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de l'économie et des finances, etc., les changements de gouvernement tout court, ça, les startups du secteur en pâtissent obligatoirement, et donc vous aussi, ça vous freine quelque part d'une manière ou d'une autre dans ces sujets d'intelligence artificielle, de lutte contre l'hypocrisie, quelque part, contre les startups du secteur EdTech dont vous parliez tout à l'heure. Bien sûr, en fait, nous, pour 2 raisons principales. Les entreprises sont des acteurs économiques. L'illisibilité ou le manque de visibilité sur les perspectives en matière fiscale, en matière de soutien aux entreprises. Nous, on est des startups, donc on bénéficie d'un certain nombre de dispositifs fiscaux de type soutien aux entreprises innovantes, soutien aux jeunes docteurs, etc. En fait,
on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Donc, c'est Ouais. un vrai problème pour des entreprises qui sont aujourd'hui en train de construire leur roadmap de 2025, leur feuille de route, leur stratégie, et qui doivent prévoir. Donc, cette dimension-là est importante. Et au-delà de ça, je le disais, on est une filière qui est très en lien, très en adhérence avec les politiques publiques, les pouvoirs publics, que ce soit en termes de régulation, de financement, de soutien à des initiatives. Et donc, la valse des ministres, des réformes, d'annonces ou pas d'annonces, le fait que les équipes aussi changent. Bien sûr, tout à fait. Vos contacts sont tout le temps voilà, différents. exactement. Ça crée des difficultés supplémentaires. Ça se gère, mais ça crée des difficultés supplémentaires. C'est aussi pour ça que la réflexion que nous, EdTech France, on porte sur 2025, c'est cette idée d'aller faire coalition, faire filière avec les chercheurs, avec les enseignants, etc. Parce que eux font, pendant que certains changent, tournent, essayent de faire, en tout cas, se discutent plus que ne font. Parce que c'est vrai que vous appuyez régulièrement, et notamment dans vos interviews, dans vos prises de parole, sur le fait de rapprocher les acteurs privés et publics dans ce secteur de la EdTech. C'est-à-dire qu'il y a encore des réticences aujourd'hui du monde public sur le rôle des EdTech. Quand vous parliez d'hypocrisie tout à l'heure, quelque part, ils font partie aussi de ce mode de pensée-là et de cette vision qu'on peut porter sur les startups du secteur. Ouais, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie très française sur C'est culturel alors, presque. Pour moi, c'est culturel. Je pense qu'on ne sait pas ou on ne veut pas considérer que des entreprises privées peuvent être des partenaires de l'éducation. Alors, c'est moins le cas sur la formation professionnelle parce qu'en fait, historiquement, les centres de formation ce sont des acteurs privés et parce que les cadres de régulation et de collaboration sont plus anciens sans doute avec des acteurs privés. Mais je pense que c'est quand même une forme d'hypocrisie française que de dire non, dans les salles de classe, on ne veut pas que mon enfant ou que les élèves apprennent avec une solution privée la lecture parce que je ne sais quoi. Et en fait, moi, ce que je trouve assez, je vais dire affligeant, et je l'assume, c'est qu'en fait, l'école, elle décroche sur tous les sujets. Et bon, la formation professionnelle, je mets à part, mais j'y reviendrai. On est de moins en moins bon dans l'acquisition des compétences dites principales, fondamentales. PISA le dit, voilà. Récemment, on a montré qu'on n'était pas bon dans l'acquisition des compétences mathématiques et informatiques, Teams. L'école décroche sur notre capacité, l'école française est la plus inégalitaire, la plus reproductrice des inégalités. C'est-à-dire que vous venez avec votre héritage socio-familial dont je parlais tout à l'heure, et en fait, il n'y a pas d'ascenseur social qui fonctionne. Troisième, on dit que depuis longtemps, l'école inclusive, l'inclusion à l'école, c'est une ambition, il faut que tous les enfants soient scolarisés, etc. On a 10% d'élèves qui souffrent de troubles d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, etc. et qui donc sont en difficulté pour suivre un cours un peu traditionnel d'un enseignant. La médiatrice de l'éducation nationale dit que le climat scolaire se détériore. On a plus de 3000 enseignants qu'on n'arrive pas à recruter. Il faut qu'on fasse des speed dating des enseignants pour recruter des enseignants. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Je ne suis pas défaitiste, hein. Je dresse juste un constat. Et face à ça, on nous dirait « Ah bah non, vous avez une solution privée qui est capable d'aider les enseignants du CP et CE1 à mieux apprendre à lire ou à mieux faire des exercices de maths ou à plus engager les élèves dans l'apprentissage des SVT, etc. parce que c'est concret, il y a de l'interaction, etc. Mais ce sont des solutions privées. Mais on n'a pas prouvé depuis 15 ans que ça fonctionnait.
Soit dit en passant, on n'a pas plus prouvé par la science que les groupes de besoins fonctionnaient. Ouais. Mais on va pas le faire. C'est de la folie furieuse. Voilà. Donc là, ce qui est compliqué, c'est que on est dans un truc complètement irrationnel. Dire pourquoi l'éducation nationale, pour moi, c'est pas son rôle de penser à toutes les solutions qui peuvent être utiles dans la classe. C'est son rôle de créer un cadre de confiance pour que les enseignants, quand ils utilisent des solutions, notamment privées, puissent le faire en sécurité, etc. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est à eux de le faire. Et donc, ils l'ont fait. Et les entreprises de la tech qui agissent aujourd'hui dans la classe se soumettent à ça et se soumettent d'ailleurs bien volontiers. Oui. Mais au-delà de ça, en fait, utilisons ce qui est aujourd'hui disponible et qui fonctionne, qui marche, pour que, en fait, on apprenne mieux, on laisse moins de côté, on recrée de la dynamique d'ascenseur social, on intéresse aussi des personnes à devenir enseignants, parce que c'est aussi une forme d'attractivité du métier que de dire on leur confie un certain nombre de solutions qui peuvent les aider, etc. Et sur la formation professionnelle, c'est pareil. On est face à un défi majeur sur les compétences. On sait qu'aujourd'hui, il y a une obsolescence accélérée des compétences. Il y a quelques années, une compétence technique durait 30 ans. Aujourd'hui, elle dure 1-2 ans maximum. C'est-à-dire que très vite, ce qu'on a appris pour faire notre métier est dépassé. Il y a une émergence, évidemment, de nouvelles compétences qui sont demandées. Le numérique dans sa globalité, l'intelligence artificielle dans sa globalité vont de plus en plus et déjà inonder et irriguer toutes les compétences métiers et pas que métiers du numérique. Le bâtiment aujourd'hui, il y a énormément de choses, ou même la rénovation thermique, il y a énormément de choses qui sont liées à la compréhension de la donnée, à la mesure, à la projection et à la visualisation de modèles, etc. Et donc ça, c'est des compétences métiers qu'on n'a pas forcément appris quand on a appris un métier. On a aussi des demandeurs d'emploi qui aujourd'hui cherchent un travail. On a des salariés qui veulent se reconvertir parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur métier, etc. Donc on a besoin d'un appareil de formation qui soit plus robuste et plus divers pour faire face aux besoins, à ces besoins de compétences-là. Et on va dire, ah bah non, le distanciel, ça a bien marché pendant le Covid, mais maintenant, qu'est-ce que c'est mieux d'aller dans une salle avec un enseignant, un formateur. Parfois, il faut prendre sa voiture, faire 50 km parce qu'en fait, on n'habite pas à côté. Donc, pollution, tout ça, quoi, stress, voilà. Sans pour autant avoir plus d'efficacité. Ouais. Et alors, surtout qu'on a aujourd'hui une vingtaine, trentaine de solutions installées, efficaces, qui innovent au quotidien, qui innovent en plus, qui ont besoin en fait de travailler parce que en fait plus elles font rentrer des apprenants et des formateurs, des personnes formées dans leur parcours de formation, plus elles sont capables aussi d'innover. Et donc d'aller plus loin sur leur capacité à personnaliser des parcours pédagogiques, à ouvrir d'autres parcours pédagogiques, etc. Et donc on dirait, bah non, en fait, il faut pas y aller parce que, oulala, c'est du privé, oulala, c'est de la tech, oulala, c'est de la start-up, etc. C'est lunaire. Et d'ailleurs, ces entreprises, après, elles partent à l'étranger parce qu'elles sont plus nombreuses. C'est le risque. Il y en a quand même des beaux fleurons qui sont rachetés. Absolument, c'est le risque. Et c'est un risque qu'on a aujourd'hui très, très fort face à nous, sur lequel on a tendance à alerter, mais qu'on redoute. Hein, mais les alertes sont peu entendues. C'est quand même fou. C'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment... l'éducation, c'est un défi socle. C'est-à-dire que... c'est un défi parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne saura pas collectivement faire face à la transition écologique, le progrès technologique, etc., sans mieux former et dès le plus jeune âge. Et c'est socle parce que c'est la condition même pour justement être capable de réussir plein d'autres défis. Ce qu'on disait, le défi de la transition écologique, en fait, c'est mieux former et former plus massivement et de manière plus répétée tout au long de la vie. Et donc, en fait, on est face à un défi qui est donc un défi majeur et socle. Mais nous, on se dit, bah non, en fait, à l'école, il ne faut pas mettre de technologie parce que, bon, on ne sait jamais. Il y a une surexposition aux réseaux sociaux dans les familles. C'est pas la même chose. On ne va pas mettre de distanciel parce que, bon, finalement, le présentiel, c'est quand même super de se retrouver à 30 face à un PowerPoint.
Mais l'enfer, quoi. L'enfer. Et à côté de ça, en plus, on a les usages des élèves, des étudiants, des apprenants qui, en fait, vont sur les technologies. Oui. Donc, en fait, c'est complètement aberrant de ne pas profiter finalement de cette diffusion des usages Bien sûr. pour aller chercher. Et encore une fois, nous, ce que moi, je ne dirais, je ne dis pas et je ne dirai jamais qu'il faut il faut miser sur toutes les technologies, etc. Parce qu'encore une fois, ça ne marche pas tout le temps. Il faut un cadre qui soit régulé, etc. Et ça, c'est au pouvoir public de le penser et de le mettre en place. Il y a des sujets pour lesquels ça va mieux marcher, il y a des endroits pour lesquels, enfin, il y a des parcours pédagogiques pour lesquels ça va mieux marcher, etc. Mais on sait faire. Et donc, faisons-nous confiance collectivement. C'est vraiment... voilà, on sait faire, on sait mesurer la qualité. Donc, arrêtons de se dire, bah non, il ne faut pas former à distance, il faut préférer le présentiel, alors que les chiffres montrent que parfois, on est meilleur que le présentiel. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est parions sur ça, sur le fait d'objectiver les choses et de faire des choix, y compris à l'heure où on a des contraintes budgétaires, de faire des choix qui sont vraiment efficaces. Bien sûr. Et qui parfois sauvent la vie aussi d'élèves, enfin sauvent la vie, je m'entends, pour tous ces élèves handicapés ou qui ont des troubles de l'apprentissage, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a plein de solutions qui les aident, et moi je les reçois sur mes différents plateaux et notamment ici en disant mais ça nous change vraiment la vie. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne nous aurait jamais mis à disposition des outils aussi efficaces pour mon enfant qui a un trouble de l'apprentissage, qui est dyslexique, etc. Mais c'est grâce à des solutions EdTech que mon enfant, il peut lire à peu près normalement, qu'il peut apprendre. Donc pour moi, c'est une question tout à fait sociétale, effectivement, et grave dans le sens importante, dans ce sens de l'utilité aussi qu'elle porte, et puis dans son urgence. Bien quelque sûr. part, parce que c'est des millions de gamins dont on parle. Ouais. Et puis, il y a une urgence, je suis d'accord, il y a une urgence de l'école ou enfin, on parlait des écoliers, donc de l'école, mais c'est d'une certaine manière sociale, sociétale, mais c'est une urgence économique aussi, parce que ce serait... Je veux dire, moi, je tranche pas le débat récurrent de à quoi sert l'école, est-ce que c'est à former des citoyens, à former des travailleurs. Je pense que c'est les deux, et c'est tant mieux si c'est les deux. Mais donc, du coup, on a une urgence économique à le faire correctement. Bien sûr. Et l'école, mais la formation professionnelle aussi, sont des institutions clés de notre démocratie, en fait, de notre cohésion sociale. Si on n'est pas formé correctement, en fait, et si on ne fait pas corps dès l'école, mais en fait, on ne fera jamais corps. Bien sûr. On ne fera jamais corps. Les individus, chacun, on n'aura pas forcément la place qu'on souhaite dans la société, parce que en fait, c'est aussi une place qui passe beaucoup par le travail, le métier, etc. Donc, en fait, on ne fera plus société. Donc, on a déjà des tensions qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans la société. Donc, vraiment, le sujet de l'école et plus largement des institutions, des compétences, parce que vraiment, moi, je pense que c'est un continuum. Les universités, les établissements d'enseignement supérieur et la formation professionnelle, ce sont des institutions d'apprentissage et d'enseignement. Elles sont... leur rôle est crucial. Et en fait, elles sont au cœur de ce défi, défi de la cohésion sociale, de la capacité à vivre ensemble et à faire société. Je ne sais plus quoi dire. Moi, à part partager votre point de vue, effectivement, c'est vrai que quand on se projette, on se dit il y a plein de choses hyper chouettes qui se passent dans le monde de l'éducation, notamment grâce à ces entrepreneurs que vous représentez, qui agissent tous les jours et qui ont envie, et qui, c'est vrai, chaque mois, on entend parler de nouvelles startups qui se lancent avec une vraie ambition, avec une vraie envie de changer les choses. Et derrière, une réalité économique, c'est vrai, ils sont nombreux à nous dire on a du mal, en fait, parce qu'il n'y a pas forcément de marché, parce que ça passe par les pouvoirs publics, parce qu'on a besoin, pour tester notre solution, d'être accrédité par le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources. Merci beaucoup. D'être compliant au RGPD. Et tout ça, quelque part, ça freine l'innovation. Et donc, la majorité, une grande partie, en tout cas, part aussi tester à l'étranger. Et quand ils voient que ça mord, parce que c'est plus simple, et c'est triste, je trouve, en tout cas. Ouais, je pense je pense que le sujet dépasse un peu l'éducation, mais on a un peu un retour de bâton sur l'innovation française. On a eu
une dynamique qui a été portée, et d'ailleurs bien avant l'incarnation par Emmanuel Macron, mais c'est Fleur Pellerin, sous François Hollande, qui lance cette initiative de la French Tech, C'est vrai. qui est reprise ensuite, et ils ont bien fait de la reprendre parce que c'est quelque chose qui était, à mon sens, d'envergure et d'ambition vraiment nationale, voire internationale, mais en tout cas, qui pouvait permettre d'être d'une certaine manière apolitique au sens à être approprié de tous et par tous. C'est vrai. Euh, mais avec la limite un peu de l'exercice, c'est qu'on a d'une certaine manière exclu un peu ou engendré une forme de sentiment d'exclusion si on n'était pas dans cette French Tech ou cette Startup Nation. Les réalités concrètes de ce qu'apportait l'innovation ou ce qu'apporte l'innovation étaient peu ou sont peu encore comprises du grand public. Moi, vous l'avez dit, moi, j'ai eu des rôles au ministère de l'économie, mais je ne travaillais pas sur ces sujets. Je travaillais plutôt, au contraire, sur les exclus du numérique et comment on fait en sorte, justement, de créer une forme des réponses aux besoins d'appropriation sociale, de diffusion des cultures numériques, etc. Et donc, le fait de ne pas comprendre et de ne pas créer le fait de créer presque une élite de l'innovation je vois ce que vous voulez dire. Et de séparer les gens de cette élite de l'innovation a créé une forme de ressentiment ou de distance vis-à-vis de ces entrepreneurs, etc. L'éducation est au cœur, est un exemple cœur de l'utilité que les technologies peuvent avoir dans le quotidien, en fait, le quotidien des Français. Tout comme d'ailleurs un certain nombre d'exemples sur la santé, la détection des cancers, etc. Et ça, c'est des usages, c'est des implications et des utilités qui sont vraiment très concrètes. Et donc, nous, sur le côté éducatif, on se bat pour justement donner à voir concrètement ce que les innovations, ce que les entrepreneurs et les entrepreneuses portent au quotidien et quels sont les besoins auxquels ils s'adressent. Moi, par exemple, je suis une enfant de prof. Tous les week-ends, mes parents corrigeaient leurs copies, mettaient des notes, etc. Ils passaient un temps fou. Donc, en fait, évidemment que le temps de l'enseignant, c'est pas juste le temps face à la classe. On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Et par exemple, moi, il y a une entreprise dans Tech France qui, aujourd'hui, est en train de repenser la correction de la copie. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin essentiel. Des enseignants qui passent beaucoup de temps et qui, en contrepartie de ce temps passé, n'identifient pas vraiment une utilité. Ils rendent la copie, on a la note, on regarde que la note, on regarde souvent, les élèves regardent souvent les fautes d'orthographe qui sont corrigées parce que l'enseignant, même si c'est un enseignant d'histoire, va corriger les fautes d'orthographe. C'est vrai. Il va à la limite aller lire le petit texte, si l'enseignant a fait l'effort de faire un commentaire. Faire un petit commentaire, etc. Et c'est fini. Donc tout ce travail-là, tous les week-ends passés à corriger, à mettre des annotations, etc., on ne capitalise pas là-dessus. C'est hyper frustrant. Et donc aujourd'hui, typiquement, il y a une entreprise qui est en train de se dire comment, par l'IA, le son, comment l'enseignant peut corriger plus vite une copie en enregistrant le commentaire qu'il veut faire à l'élève. Et donc, quand il rend la copie, l'élève a un son, il y a l'intermédiaire d'une tablette, évidemment, ou d'un outil numérique. Et donc, il peut plus détailler son commentaire. Et l'élève va forcément l'entendre. Et au-delà de ça, il peut ensuite faire... l'application lui propose une notation un peu en fonction des compétences qu'il fallait acquérir et qui sont validées ou pas. Donc après, l'enseignant est libre de la modifier ou pas la modifier en fonction des progrès de l'élève, tout ça. Et ensuite, on capitalise dessus parce que on fait le lien avec le fait que il a la précédente dissertation, le précédent exercice, il n'avait pas bien fait ça, là il a bien fait, donc il peut aller sur l'étape prochaine, etc. Donc il y a une forme de parcours adaptatif qui s'ensuit. Et ça, en fait, sans des entrepreneurs, ça n'existe pas.
Et donc, C'est clair. ce côté, enfin, là, je sors cet exemple-là parce que, en fait, on sait que l'enseignant passe beaucoup de temps à corriger une copie et on a le temps de détailler cet exemple. Mais l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'expression écrite, l'apprentissage des maths, l'apprentissage des sciences et vie de la Terre, enfin, toutes ces Ouais. matières-là, en tout cas pour celles qui sont à l'école, bénéficient des innovations de ces startups-là. Mm. Et c'est très concret. Vous le disiez sur les enfants dyslexiques, toutes les applications qui visent à faciliter la lecture justement à des enfants qui sont en difficulté, avec des codes Mhm. couleurs, avec plein de petits Des nouvelles polices, subterfuges, ouais. voilà, qui sont pensés notamment en s'appuyant sur la science. En fait, ça, un livre, un manuel, un enseignant qui donne une copie ne peut pas le faire. Non. Donc c'est vraiment très concret. Et c'est là où, en fait, nous, on essaye un peu de convaincre ou de donner à voir, c'est que cette dynamique de la French Tech, cette dynamique des startups, pour certaines, c'est vrai que bon, ça répond pas à un besoin. Voilà, c'est de l'entrepreneuriat. Et Ouais. en fait, on est dans une économie de marché, on est dans un libéralisme. Bon, bah, dont acte, voilà. C'est sans doute très bien pour certains. C'est sans doute très bien que des personnes prennent leurs risques et se disent que voilà, leur objectif, c'est de lancer quelque chose et de se confronter à une réalité, etc. Tout à fait. Mais la réalité des startups, c'est aussi beaucoup des réponses au quotidien, des réponses concrètes à des besoins identifiés des enseignants, en tout cas pour les EdTech, des enseignants, des élèves, des formateurs, des apprenants. Et donc ça, typiquement aussi sur la formation professionnelle, je suis demandeur d'emploi, je m'inscris à France Travail. Je veux me former je veux devenir développeur web ou que sais-je. Si je m'inscris sur une formation classique en présentiel, je vais attendre que le centre de formation qui est près de chez moi, si tant est que j'ai la chance d'en avoir un près de chez moi, ouvre une session et donc me donne rendez-vous peut-être 2, 3, 4, 6 mois après mon Ouais. inscription pour lancer avec mes copains de promotion, les autres demandeurs d'emploi qui vont vouloir s'inscrire comme moi. Donc je vais attendre. Et pendant ce Ouais. temps, là, je vais être indemnisée chômage, etc. Eh bien, si je vais sur une plateforme, il y en a plusieurs, je ne les citerai pas, mais qui sont adhérentes d'EdTech France et qui font de la formation professionnelle en ligne, il suffit que France Travail valide le fait qu'il veuille bien me financer ma formation Ouais. et je rentre de le suite. lendemain en Ouais. formation. Ouais. Et donc, en fait, ça permet... on est sur une mobilisation, une motivation de la personne. Hop, on la fait rentrer dans un parcours de formation. Donc, il n'y a pas de rupture, finalement, de motivation. Voilà. Il y a un gain financier. Parce qu'en fait, du coup, on m'indemnise au titre de la formation professionnelle et plus Oui. du chômage. Donc, en fait, tout est bénéfique. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est des réponses concrètes. C'est le mot de la fin. Non, pas tout à fait de la fin, parce qu'on va continuer. On va passer, Oriane, si ça vous va, à la deuxième partie et dernière partie de l'interview. Il nous reste 5 minutes pour ça. C'est des questions plus courtes qui demandent une réponse un peu plus courte, idéalement en un mot, mais je sais que c'est un exercice un peu difficile, donc si ça peut être une phrase, c'est parfait. Ça vous va? Ouais. Allez, un mot pour décrire EdTech France. Je sais, c'est pas facile. Je vais dire utilité. Ouais. Pour tout ce que j'ai dit précédemment sur la question de l'impact et de l'utilité des EdTech au service du défi des compétences. Magnifique. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours? Je pense que je suis fière d'être... de passer aisément du secteur public au secteur privé. Et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'hypocrisie à la française. Je pense qu'on se met dans des cases où on met des barrières à des mondes qui en fait doivent se parler. S'inspirer. Voilà. Et donc moi, j'ai travaillé dans une collectivité, je suis passée à l'Assemblée, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai travaillé ensuite au ministère de l'économie. Là, je suis à la tête d'une petite asso. J'ai travaillé dans une entreprise de la Elle a tech. tout fait dans sa vie. Non, mais en fait... C'est très riche. Ouais, mais je crois que vraiment, on n'est pas bon à ça. Et donc, je pense que c'est d'une... Enfin, moi, je me nourris
évidemment, quand je suis à la tête d'EdTech France, je me nourris de ce que j'ai connu en étant agent de l'État, agent de collectivité. Bien sûr. Et je pense que je me nourris aussi quand j'étais du côté du public, de ce que j'avais vu dans les réalités des entreprises ou de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est outillant et c'est utile que d'avoir ces regards différents. Diplôme ou expérience? Expérience, La qualité la plus importante pour réussir dans la EdTech en France? persévérance. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur d'abord? Ou la formation professionnelle? Sur la formation professionnelle, ce que je changerais, c'est d'avoir d'objectiver l'utilité de tel ou tel dispositif de formation, non pas à l'aune des modalités pédagogiques, mais bien de la réalité de l'impact quantifié quantifié d'ailleurs et qualifié, hein, pas que quantitatif, mais sur les personnes qui en bénéficient. Et à l'école, s'il y avait une chose que vous devriez changer? Ça peut être ça aussi, mais... Oui, alors ce serait... à l'école, je pense que je changerais beaucoup de choses. Non, je pense que l'école aujourd'hui publique française s'abîme d'une succession de réformes qui est décidée avec l'arrivée de tout nouveau ministre ou nouvelle ministre et qui ne prend absolument pas en compte la réalité des effets des précédentes, le temps un peu long, même si je ne suis pas naïve sur le fait qu'on ne peut pas non plus s'inscrire dans des échelles de 20 ans, mais le temps un peu long parce que, en fait, ça prend du temps que de mesurer vraiment l'efficacité de telle ou telle action. Donc, vraiment, le fait qu'on arrête qu'on fasse de l'école une vraie ambition nationale et pas partisane. Une idée fausse que les gens ont sur les EdTech? Qu'elles fonctionnent comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elles monétisent les données et qu'elles captent l'attention. Elles sont construites sur des modèles technologiques qui, au contraire, visent à non pas isoler et accaparer, mais à faire grandir. Votre vision de l'éducation dans 20 ans? Je pense qu'il faut que ce soit une éducation qui justement utilise les technologies aux bons endroits, au bon moment et qui a outillé les enseignants et les formateurs justement avec cette capacité à se saisir des technologies. Parce que c'est à eux, en fait, de s'en saisir, c'est à eux de les intégrer à leur processus pédagogique. Ce sont eux les pédagogues, donc voilà, et je pense que, en tout cas, j'espère qu'elle aura changé, parce que si on reste... On se donne rendez-vous dans 20 ans à ce micro pour en parler. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré, notamment sur votre vision de l'éducation? Sur l'éducation, moi, je lis régulièrement des publications d'un certain nombre de chercheurs, mais au sens... quand ils font œuvre pédagogique. Je m'amuse pas à lire les thèses ou les études, en tout cas, pas toutes. Donc, voilà, les travaux d'un certain nombre de chercheurs et chercheuses françaises en la matière, que ce soit les analyses sur le cerveau de Grégoire Borst, les analyses sur l'IA et les enfants de Pierre-Yves Oudéillard qui est à INRIA, même les analyses de François Tadei, Stanislas Dehaene, etc. Alors là, je me rends compte que je dis que des hommes. Les travaux de Séverine Erel. Voilà, en fait, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de connaissances scientifiques, mais voilà, qui ont été mises dans le débat public, donc de manière pas simplifiée, mais de manière accessible. Et ça montre qu'on sait beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l'apprentissage, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, moi, j'aurais tendance à recommander ce type de lecture-là pour avoir une vision, pour s'outiller dans le fait d'avoir une vision réelle et non fantasmée de l'éducation. Est-ce qu'il y a une compétence que tout le monde devrait apprendre selon vous? Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie?
Alors, c'est une bonne question. Oui, je pense pas qu'elle ait changé ma vie, mais je pense que Elle vous a marqué? j'ai eu plusieurs enseignants et enseignantes qui m'ont marquée, heu, parce que j'avais compris très tôt et je pense que c'est, quand on est une enfant de prof, Mmh. que l'école, c'était important. Ouais. Mais oui, je pense ma prof de philo, de terminale. Et en fait, c'est pas mal parce que la philo, c'est assez clé dans le fait de penser le monde C'est vrai? et être capable de se penser aussi soi-même dans ce monde. Ouais. Donc je pense que oui et je crois qu'il y a beaucoup de profs encore qui jouent ce rôle-là, hem, auprès de jeunes enfants, voire même d'ailleurs de Mmh. plus grands. Dernière question, Oriane. Si vous devez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à 2 autres personnes ou une personne dans, l'éducation, l'enseignement supérieur, parler de ces enjeux d'intelligence artificielle et cetera, à ce micro, à qui vous pourriez penser? J'ai envie de vous dire Catherine Rolland. Alors, pourquoi? Enfin, qui est Catherine Rolland? C'est ça? C'est une chercheuse qui est spécialiste des jeux vidéo, D'accord. qui a, piloté la chaire, de Polytechnique sur ce sujet-là et qui est, aussi, qui a été membre de la commission écran, du président de la République. Tout à fait, dont vous faisiez partie aussi. Non, enfin, EdTech France a eu des représentants, mais c'est pas EdTech France en tant que tel. Il y a des entreprises qui sont adhérentes d'EdTech France qui étaient D'accord. dedans et nous, on avait été auditionnés. Tout à fait. Et en fait, cette personne, heu, a une réflexion très poussée sur le jeu et notamment le jeu vidéo dans les apprentissages et je trouve que ça fait sens, à l'aune de ce qu'on vient de se dire sur on sait des choses du cerveau, on sait des choses des mécanismes d'apprentissage, mais on préfère encore réfléchir à coup de préjugés et je pense que les jeux vidéo sont, un secteur où on a encore des préjugés Ouais. et qui, comme la tech, bénéficie d'une vitalité entrepreneuriale française assez intéressante et je crois à soutenir. Donc j'ai envie de vous recommander, cette personne. Merci beaucoup, en tout cas, Oriane, d'avoir été parmi Merci nous à vous. aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 20 sur 20.